Alors, salut Michael. Alors, bon, maintenant c'est la partie 3. Donc, c'est ton ordinateur, je crois, qui a planté. C'est pas l'ordi, c'est Google Chrome qui a planté. Alors, c'est Google Chrome qui a planté. Donc, on va faire la partie 3. Ça va pas durer très longtemps, hein. On était à Stridom. On disait que Stridom s'entraînait avec des poids légers, pas trop lourds. Et il gagnait du volume comme ça, ce qui fait qu'il ne fatiguait pas trop son organisme, il ne fatiguait pas trop son système nerveux. Hein, et ça lui a permis de tenir longtemps. Il est encore beau mec, hein, c'est ça. Ah bah il est toujours, enfin je sais pas, il y a longtemps qu'on l'a pas vu, mais là quand on l'avait vu au FIBO Il y a 2 ans, récemment, on l'a vu il il y a était 2 ans. toujours. Très sympa, on a discuté avec lui. Bah, on était avec lui dans les couloirs. Je sais plus, il cherchait quelque chose. Ouais, ouais, ouais. On l'a emmené, c'est pas. C'était un des plus impressionnants malgré son âge avancé. Hein. Il a quel âge? Oh bah il a plus de 50, ouais, ouais, non mais il aurait pu monter sur scène il nous disait, hein, suffit que j'augmente un peu les produits et en quelques semaines je suis prêt pour faire un Et concours. puis on voit qu'il force pas beaucoup parce que moi j'avais vu au World Gym, au Gold Gym de Venise, comment on dit? Venise, Venise, de Venise. Et franchement, il s'entraînait vraiment cool et il était 2 fois plus gros que les autres. Hein, tu vois. Donc une génétique de dingue, quoi. Donc voilà. Donc alors si on doit, on va récapituler une petite récapitulatif rapide. Donc alors, moi j'avais une belle ligne, hein, belle ligne c'est important. Qu'est-ce qu'une belle ligne rapidement? on a pu recommencer par la fin en parlant la seule chose sur laquelle on a un certain un certain contrôle, c'est la motivation. Être motivé. Voilà, la seule chose sur laquelle on peut avoir un contrôle, c'est la motivation, les fréquences pour aller à l'entraînement. Hein, c'est C'est ça. ça, parce que le mec qui va jamais s'entraîner, t'as beau avoir une bonne génétique, et le problème c'est que plus le mec a une bonne génétique, en général, comme Moins. il disait, moins il a de volonté pour s'entraîner, et encore moins de volonté pour se mettre au régime. Ah ouais, parce qu'il est déjà beau mec, bien balèze, il n'a pas besoin de prouver plus. Hein. Il a déjà des filles qui tombent à côté de lui, qui voient qu'il est beau mec. Il fait naturel, il fait pas maladif. Il a un beau gabarit, un mec qui est costaud, bien fait. Il n'a pas envie forcément d'en rajouter plus. Hein. C'est ça. Hein. Et c'est pour ça que j'oppose souvent les Américains aux Européens. Parce que les Européens, c'est souvent des mecs rachos qui se mettent au bodybuilding parce qu'ils sont, Les mecs ils sont complexés. tout maigres. Et bon, aux États-Unis aussi, mais il y en a beaucoup du genre Coleman et parle plutôt des Français. les meilleurs. Hein. Parle plutôt des Coleman, Français. Lianet. Il vaut mieux que tu parles des Français parce que c'est la mentalité plutôt française. Oui, non, mais le mec tout rachot, oui, non, mais je contraste entre les deux parce qu'on va dire, mais il dit n'importe quoi. Mais pourquoi Coleman, Lianet et tous ces mecs-là, ils viennent pas du bodybuilding parce qu'ils sont rachos, ils viennent au bodybuilding parce qu'ils se sont blessés en football américain et que ils avaient envie de faire une activité pour se dépenser encore. Donc ils ont pas du tout la même génétique à la base en muscu que le mec tout maigre, tout petit, tout rachot qui commence la muscu parce qu'il veut développer des muscles. Ouais, c'est souvent ça. Mais tu me diras, en Europe centrale où je vis, hein, les mecs ils font du bodybuilding, en général ils commencent, ils ont des sacrés gabarits. Hein. Et c'est parce Ouais, que mais enfin ils ont pas percé c'est le monde du traditionnel. bodybuilding professionnel de façon fulgurante. Hein. Ouais, mais par exemple en Hongrie, ils restent chez eux, tu vois. Ah oui, non mais si tu restes chez toi. Voilà, ils vont pas s'exporter. Ils ont leur petit milieu, ils tournent, ils ont des mecs énormes. Hein. Ils ont leur star locale et puis ils sont entre Hongrois à faire leur bodybuilding. Je pense que les Russes ont leurs Russes aussi. Après, c'est vrai que les Allemands, on voit des Allemands qui, eux, font des champions internationaux. Hein. Avec Un peu Marcus plus Ruhl, que les Français, ça c'est sûr. avec Marcus Ruhl, avec Denis Wolf, avec, comment il C'est pas s'appelle? terminé, mais. Oui, c'est terminé, mais avec Et comment David Gunther, mais avec pareil, Gunther. il a pas tenu très longtemps. Il n'a pas tenu très longtemps, mais maintenant il est content. Il a sa boîte, il fait ses représentations, il est content, quoi. Bah, je sais pas, hein, après, tu sais, entre ce qu'on voit sur Facebook et puis la réalité. Il y avait aussi celui qui jouait dans Gladiator, comment il s'appelait Le très très grand, qui est le copain d'Arnold. le copain d'Arnold. Bah oui, ils viennent du même coin, ils s'aiment bien. C'est des germanophones, ils peuvent parler, sortir leurs blagues allemandes un peu lourdes et méchantes, on va dire. Donc, ça c'est. Ils ont quand même des grands gabarits qui se mettent à faire du bodybuilding, pas parce qu'ils ont un complexe d'infériorité souvent. Hein. Parce que c'est quand même, culturellement, il y a le culte du surhomme, le culte de l'homme massif hein, en Allemagne. Alors, ça va dériver rapidement.
Ah non, c'est le culte de l'homme massif. Et puis ils ont des Oui, lignes, non, mais on va en arriver. ils ont des lignes, c'est des grands gabarits. T'as vu à chaque fois les mecs qu'on a vu arriver. Denis Wolf, c'est un grand gabarit. Günther, tu te souviens quand on était allé en Hollande voir le Grand Prix de Hollande, on voit Günther arriver, on dit mais il va gagner. Bon, il n'a pas gagné, mais il était beaucoup plus impressionnant que tout le monde sur scène. Et on se rend pas Ah, compte, bah, mais c'est sûr que quand tu vas au FIBO, le spectateur allemand n'a rien à voir avec le spectateur français. il lui met une En tête masse, en masse. en masse, en volume. Déjà, il arrive avec une grosse voiture en général, une grosse Ouais. 4x4 ou une grosse BM, moderne, propre, tu vois. Il est en général patron de salle de gym, même quand il est gros bodybuilder. Donc on voit qu'il a un Français, niveau. il arrive avec avec la troisième voiture, Voilà. ce qui s'appelle le métro. Ouais, il arrive en métro. En général, il n'a pas de voiture, ou il a une petite voiture, il a un petit gabarit et on sent qu'il a mis toutes ses économies pour faire bodybuilder, hein, c'est ça. Ouais, oui. Ça fait de la peine. Bah, un peu quand même. Alors que tu arrives en Allemagne, le mec il sort avec sa copine de sa grosse voiture, il est énorme, ils sont tous, bon, bah, tu sais, le look allemand, très propre sur eux, très bien coiffés, avec des couleurs un peu Ouais, excessives, ouais, sportswear, ouais. mais tout moderne, tu vois, tout du C'est pas sportswear. toujours du meilleur goût l'allemand, mais. Non, c'est pas toujours du meilleur goût, mais bon, Et puis il va bouffer des saucisses et parce qu'il des il a bourses, des tendance à être bourses. un peu gras aussi quand même Il a l'allemand. tendance à être un peu gras. On en voit qui passent, on voit des mecs de 1,90 m, 2 mètres, monstrueux hein, tout le temps, hein, à tous les coins du FIBO, hein, c'est ça. Hein. Bouffer des saucisses, des frites et boire de la bière. Et boire de la bière avec un gabarit monstrueux, hein, c'est ça. Et tu sens qu'ils ont encore quelques produits qui traînent ou qui viennent des pays de l'Est. Oui, oh, qui viennent de... Oui, oui. Et puis alors je me souviens quand j'étais jeune, je travaillais encore au monde du muscle, je vais voir un responsable d'une revue allemande, si vous voulez, je travaille pour eux. D'ailleurs, j'ai travaillé pour Menels Allemagne, hein, c'est ça qui m'a propulsé aux États-Unis. Puis je leur dis, moi, tu sais, en France, on attaquait tout le temps le dopage. C'était à l'époque, on parlait dopage, c'est grave, c'est grave. Et je leur dis, mais si vous voulez, je peux vous faire des posters. J'ai fait un poster pour le dopage. Et les mecs, ils me regardent comme ça, ils me disent, on en a rien à foutre. Hein. Les gens, les gens font ce qu'ils veulent. C'est leur fille. Tu sais, dans le genre, ils crèvent, on s'en fout. Le principal, c'est C'est très énorme. d'être énorme. C'est l'allemand. C'est le principal, c'est de gagner. L'Angleterre, c'est un peu ça aussi. Le principal, c'est d'être énorme. On s'en fout. C'est la mythologie germanique. Les dieux meurent. Hein, c'est le crépuscule des dieux. Hein. On est fait pour vivre et mourir. Tu vois. Donc, sois quelque chose dans ta vie avant de mourir. Tu vois. Camarade. Tu vois. L'anglais aussi, si tu prends pas plein de produits, t'es pas. T'es pas in. Oh, ben, Ben non. l'américain, lui, il commence avec ça, avec les produits. Il vit pas longtemps, mais Alors qu'en France, nous, on nous dit attention, tu prends de la créatine, déjà t'es un salaud. Et alors de la protéine en poudre, je te raconte même pas. c'est hyper dangereux. Donc, oui, ben, Non, mais t'es un salaud si t'en prends surtout. en tout cas, on voit une morphologie différente chez les Allemands. Hein, Et une mentalité qui est différente. Une mentalité qui est différente. et une mentalité qui est différente. Hein. Et ça me fait penser, le français est plus petit de toute façon. Hein. En général, le français, il est à 7. C'est l'allemand qui est grand, disons. Attention, C'est l'allemand. soyons un peu Voilà, nationalistes. c'est l'allemand qui est grand L'allemand parce qui que est l'allemand grand. est un C'est pas le buveur de français qui est lait. petit. C'est un buveur de lait comme le Peul, le Dinka ou le Maasai. Donc, Ouais, mais c'est mal de boire du lait. voilà, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand on boit du lait, il n'y a pas de sélection. Quand on boit beaucoup de lait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de calories hein, à manger. En général, ça permet aux gens d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de calories, de protéines, de gras. Et s'il n'y a pas de sélection sur les petits, puisqu'il n'y a pas de manque calorique. Donc au cours des millénaires, bah, il n'y a pas eu de crise calorique importante, donc les grands ont été sélectionnés, hein, ceux qui poussaient au cartilage de conjugaison grâce au lait, l'apport calcium, l'apport calcique, hein, Le lait et la charcuterie aussi. Hein. le lait, le gras de porc et la charcuterie. Donc les Allemands ont été suralimentés par rapport aux Français hein, pendant des siècles, donc ils ont toujours été plus grands à cause de Ouais, leur climat les Allemands du lait. nous ont quand même affamés 2 fois de suite. Eux, ils mangeaient peut-être un peu mieux que nous, mais Oui, mais après, les Russes leur ont fait payer. En général, les Russes leur ont fait payer un peu pendant quelques temps, mais ils sont bien repartis. Et donc, l'allemand est grand. Donc, il n'y a pas de sélection. Donc, c'est des grands gabarits qui poussent bien, longilignes, buveurs de lait. Donc, quand ils prennent, ils grossissent, ils prennent des produits, ils sont faits pour être massifs à la base. Hein. Alors que le français, lui, il est plus petit. Je me souviens de mon prof des beaux-arts, justement, qui disait oh, quelle vulgarité ces sculptures d'Arnaud Brecker, ces grands gars osseux avec ces disproportionnés.
Et quand je suis allé en Allemagne, j'ai compris que ces sculptures d'Arno Breker, bien que la taille soit un peu fine, avec exagérée, n'étaient pas si disproportionnées que ça, et qu'elles étaient en fin de compte que le reflet des populations d'Allemagne du Nord. Tu comprends? C'était du grand allemand du Nord, pas de l'allemand du Sud, mais du grand allemand du Nord, tu vois. Donc là-bas, il y a des morphologies différentes. Le français, il est plus petit, hein, c'est du cerf à 7 têtes et demie de taille, on va dire 7 têtes, et l'allemand, c'est du 8 et demi, tu vois, en taille, en nombre de têtes dans le corps. Donc voilà. Donc ça fait des morphologies différentes avec une alimentation différente et on voit qu'il y a une suralimentation, en tout cas surcalorie, en Allemagne qui fait qu'il y a des grands gabarits. Hein, c'est ça. Donc l'avantage de pouvoir prendre du volume et de ne pas faire trop, pas faire moche parce qu'un grand passe mieux. C'est sûr quand on voit des Günther, Schildkamp ou des Denis Wolf arriver, c'est vrai que ça fait son effet, non? Ah ben c'est un peu plus impressionnant que. Que Bah, j'allais pas dire le nom, mais bon, nous on a eu des champions qu'on. Alors Beyeke, il est quand même grand. Beyeke est très Et impressionnant. je sais pas s'il est réellement français en plus, donc Si, il est français. on Il est dit, français. je crois pas, non. Il est quelle origine Cameroun? Ben oui, visiblement, Mais je crois qu'il est français. Il représente la France. Il est français. Hein. je crois qu'il représente. Enfin, je suis pas sûr qu'il représente la France, mais Si, il représente la pas sûr France. en oui dire, mais. En tout cas, non, il n'est pas de génétique française. En tout cas, actuellement en France, c'est celui qui a vraiment qui a le plus de chances de pouvoir faire un Olympia. Hein. En tout cas, d'avoir un Bah, podium. oui, enfin, à votre manière, il est qualifié pour Olympia 2017 déjà, puisqu'il a gagné un premier concours. Ah, il a la Déjà la ligne. qualification, donc il a un an pour se préparer, sauf si je crois qu'il fait l'Arnold. Donc, C'est un des rares gars, et on va parler de ligne justement. On va peut-être terminer en parlant de Beyeke, un Beyeke qui est quand même français, je crois. Hein. Et on va dire bon, bravo Beyeke, parce que pour le moment en France, c'est celui qui m'impressionne le plus. D'ailleurs, à Olympia, c'est celui que je trouve le plus beau quasiment, tu vois, actuellement. Beyeke, il a une ligne magnifique. T'es d'accord? oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il a il est quand même, je préférerais lui ressembler à lui que Phil Heath, qui est Ah tout oui. petit. Tu vois Beyeke arriver, il a une taille fine, quand il est au repos, il a des pecs magnifiques, une espèce de pecs bombés, il a des bras énormes, taille fine, belles jambes, il n'est pas court sur pattes, hein, il est bien proportionné. Hein, en plus, il a des bons quads, et puis les mollets, qui sont corrects. Il y a les mollets corrects, c'est potentiellement un gars qui pourra peut-être être premier Olympia. Hein. Alors, Oui. est-ce qu'un Français peut être bankable à Olympia? Parce qu'il y a aussi le fait de pouvoir rapporter de l'argent. Hein. On a bien eu un Anglais avec Dorian Yates, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs économiques à Olympia, qui est la plus grosse compétition de bodybuilding, qui fait qu'on prend aussi souvent des Américains, hein, non? Ou des anglophones. Ouais, enfin, je sais pas, après, on raconte beaucoup de choses, mais. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air de, à l'entraînement, être relax. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, il prend. Il s'entraîne intelligemment, mais il n'a pas l'air de se défoncer. Donc, un mec qui ne se défonce pas à l'entraînement, c'est un mec qui peut durer. Hein. Bah, faut espérer pour lui. On va espérer pour lui. Moi, j'espère pour lui parce que pour le moment, je vais dire, dans le milieu pro, hein, des bodybuilders de type Olympia, hein, pour le moment, c'est celui que je trouve le plus beau. D'accord? Bah, la Fédé, en tout cas, s'occupe qu'il n'ait pas trop de concurrents en France, hein, la Fédé française. Ah ben, il n'y en a pas. Hein. Ben, il y a très peu. Nous, notre fierté, c'est d'avoir très peu de professionnels. En Angleterre, leur fierté, c'est d'avoir plein de professionnels, par exemple. Mais en France, notre fierté, justement, c'est de ne pas en avoir. De toute façon, la France n'est pas un pays qui valorise le sport. Hein. Le foot, à l'arrière, le rugby. Hein. De toute façon, le sportif est considéré comme un abruti en France, hein, si tu as remarqué. Donc, c'est pas tellement. Il y a le corps et l'esprit. Je veux dire. Donc, en Allemagne, par exemple, il est bon ton pour un industriel hein, de faire aussi un sport, tu vois, mais un sport d'action, un sport physique. Hein. C'est le corps et l'esprit. Aux États-Unis, il est bon ton de faire du sport, tu vois. Ben, tiens, en France aussi, tant que c'est du golf, Oui, tant que c'est du golf, pour aller de l'équitation. de l'équitation, du tennis. Alors, tennis, c'est dur, hein, mais bon, du tennis ludique, on va dire, où on se fait des échanges de balles. Mais le vrai tennis, c'est un sport vraiment extrêmement dur.
Mais c'est vrai qu'en France, bon, il y a un côté, il y a le sport des riches, et puis il y a les pauvres qui font du sport. C'est ça. Alors qu'aux États-Unis ou en Allemagne, c'est bien vu de faire du sport. En Russie, faire du sport, c'est bien. Poutine est fier de se montrer en train de faire du judo. Tu vois, ça, c'est sa grande fierté. Pourquoi tu vois pas Hollande, il serait pas fier de nous montrer ses capacités de judo, tu crois pas? Ça va être dur. Hein. Bah, attention, on a Fillon qui fait du sport automobile et qui est passionné de sport automobile. C'est ce que je disais, c'est Fillon, politiquement, c'est un gars qui a tenu parce que c'est un gars qui est passionné par le sport, donc il a un exutoire, c'est-à-dire qu'il ne va pas au pouvoir pour le pouvoir, il va au pouvoir parce qu'il pense qu'il a une mission sûrement à réaliser, mais c'est quelqu'un qui se réalise dans son sport. Hein, Ouais, enfin, est-ce que le sport automobile, ça n'a pas de sport que le nom? Je sais pas, C'est mais quand même une activité qui prend beaucoup de temps et qui est très dure comme la moto. La moto, c'est un sport. Le sport automobile, c'est un sport. Au niveau où le fait Fillon, c'est un sport. Attention, c'est pas le gars qui va faire du golf pour après être au clubhouse avec la baronne. Hein. Non, non. Le sport automobile que pratique Fillon, c'est du vrai sport automobile. Tu vois, ça demande quand même une passion, un entraînement, parce que même en de l'argent, automobile, quoi, et de l'argent. probablement. Et de l'argent aussi, tu vois. Mais c'est quand même à ce niveau-là un vrai sport, parce que bon, tu rates ta balle de golf, c'est pas grave, tu rates ton virage, c'est plus problématique, tu comprends? C'est plus problématique pour ta voiture et pour ta santé, ça va coûter cher des deux côtés. Donc bon, on a quand même un président potentiel qui est aussi, entre guillemets, sportif, réellement sportif. Donc ça n'augure rien de mal, pour une fois. Donc voilà. Donc je récapitule rapidement les points. Hein. Moi, les points que j'avais vus, hein. J'avais dit belle ligne. Qu'est-ce qu'une belle ligne? Alors tout ça varie hein, selon les. Il y a une belle ligne générale, mais après ça varie un peu selon les latitudes, les pays. Hein. Ensuite, il n'y a pas de point faible. Hein, donc c'est-à-dire pour être un bon bodybuilder, il faut essayer d'avoir tous les groupes musculaires développés hein, et pas avoir un à la traîne. Hein. Un groupe à la traîne, ça te fait ça te brise une carrière. Alors comme on avait dit, capacité à ne pas avoir de gras, hein, c'est ça Enfin, à moi, manger sans après, prendre. je redonnerai mes points, mais Moi j'avais dit capacité à sécher sans faire de régime destructeur. Hein, donc ça vient un peu comme toi, donc c'est le fait de pouvoir manger sans prendre de gras. Donc enfin, il y a deux choses différentes, on avait dit. voilà, Hein, voilà. Alors moi j'avais dit réceptivité aux produits, hein, en plus. Hein, donc parce que le bodybuilding n'est pas qu'un sport. Ceux qui sont au niveau ne sont pas naturels, même dans les fédérations naturelles, c'est très rare. Donc réceptivité aux produits, le fait de ne pas se bousiller la santé, de ne pas en prendre trop, d'avoir beaucoup d'effets avec peu de produits, hein, alors que certains sont obligés d'en prendre beaucoup et se bousillent hormonalement hein, souvent. Parce qu'il faut savoir que quand on prend des stéroïdes, il y a la montée et la descente. J'ai connu des gars énormes, beaux mecs avec les stéroïdes, qui en post-cure étaient des dépressifs et voyaient leurs copines les quitter. Tu vois, donc les filles vont avec eux parce qu'ils sont balèzes et costauds. En post-cure, ils se blessent, ils arrêtent les produits, ils deviennent dépressifs, plein d'hormones femelles, et la nana les quitte. Hein. Donc, c'est dur aussi de prendre beaucoup de produits. Il faut avoir une bonne réceptivité aux produits, pas en prendre beaucoup pour pas se détruire son système hormonal. Alors, il faut avoir de la volonté, comme tu l'as dit, hein, la volonté, souvent une enfance difficile qui fait qu'on a envie de performer, qu'on a envie de s'affirmer dans la vie, hein, comme Arnold, comme Coleman, comme beaucoup de champions. Hein. Hein, c'est pas comme on dit, c'est pas uniquement aller de temps en temps à la gym, non, il faut être régulier, s'entraîner. Bon, comme on dit, quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Donc quand on n'a pas les génétiques. Avoir une intelligence et méthodologie, hein, ou bien savoir choisir à l'entraînement, ou bien savoir choisir les gens qui vont t'entourer pour t'aider, hein, t'aider à progresser, t'aider à suivre tes régimes, t'aider à t'orienter vers les exercices qu'il faut faire pour prendre aux endroits où tu as des points faibles, hein, ou bien pas forcer trop. Donc des gens avoir l'intelligence de tomber sur les gens intelligents ou les gens éclairés. Avoir une bonne la chance d'être dans d'un niveau économique qui te permet à un certain moment d'avoir assez de calories, d'avoir assez d'argent, d'énergie pour acheter justement cette nourriture qui est importante pour être bodybuilder, hein, puisque c'est un excès calorique permanent. Hein. Et puis la proximité de bons matos, une bonne salle. Donc comme je dis tout le temps, en Afrique sahélienne, même si on a une bonne génétique, ça va être dur de faire un bodybuilder à cause de l'absence d'infrastructures et puis du niveau calorique qui ne va pas forcément être élevé.
Et puis aussi la résistance, comme je dis, la résistance aux produits, au régime, avoir une bonne santé. C'est ça. Ouais, enfin moi j'avais dit donc pour la bonne ligne, large d'épaule, hanche fine, être grand et puis les muscles longs. Voilà, aussi. Donc ça c'est ce qui fait entre le gros de la ligne, donc avoir des difficultés à prendre du gras et de la facilité à en perdre, ce qui est deux choses différentes. On avait dit aussi. Une santé à toute épreuve, donc bah ça c'est aussi pour par rapport aux produits, parce qu'on pourrait noter que des mecs qui arrêtaient les produits comme Coleman, Cutler, euh, même là Dexter Jackson, on l'a revu reprendre l'entraînement, ils perdent quand ils arrêtent, mais pas beaucoup. Hein. Ben, c'est ça qui est étonnant. Même Coleman, bousillé de partout, on voit qu'il conserve vachement. Ouais, non, mais même quand il était quand il arrêtait les produits après Olympia et puis il reprenait vers l'Arnold, donc il perdait. Hein. C'est sûr que c'était pas le même Coleman avant après, mais Il faisait des breaks de combien de temps? bah je sais pas. C'était septembre, donc disons octobre, novembre, décembre, janvier, février, à peu près 4 mois, 3 4 mois. Ouais, c'est pas. Quand tu vois des mecs ils arrêtent les produits, ils dégonflent comme de la viande qui cuit. Les mecs quand ils arrêtaient, enfin les pros quand ils arrêtent les produits, alors il y en a ça dit que quand on l'a vu qui avait arrêté les produits, c'était pas pareil. Par contre quand il remet la sauce, tout de suite il explose. Mais Coleman, bah pareil, hein, tu le voyais parce que je sais plus quand est-ce qu'on le voyait à 2 fois de suite comme ça. Il y avait une fois à l'Arnold et puis après quelques temps après, boum, il avait repris. Il prenait vachement de volume, bah, dès qu'il remet la sauce, foum, il reprend. Mais il perdait quand même pas beaucoup en arrêtant et non seulement il arrêtait l'entraînement, il arrêtait la diète, ça veut dire qu'il bouffait n'importe quoi. Il était pas très gras quand même. Et donc arrêt des produits, arrêt de l'entraînement, le mec il maintient une bonne masse. Hein. Donc ça c'est pas donné à tout le monde. Bonne génétique, on va dire. En fin de Ah bah compte, là c'est sûr que. en fin de compte, pour faire un bon bodybuilder, il faut avoir une bonne génétique. Donc moi je continue. Donc là c'était la santé, une résistance aux blessures. Bon c'est toujours quand même la santé. Et puis d'avoir une enfance ou d'avoir rien à perdre. Je pensais par exemple à Ben Aziza quoi, qui a tenté un peu le tout pour le tout. Hein. D'avoir rien à perdre et de se dire de toute façon c'est ça ou la merde, hein, ou je suis dans la merde. C'est comme on disait un peu pour Kay Green. Alors Kay Green, dès qu'il en rajoute un peu, mais non, il était quand même dans un. Alors il en a rajouté après un peu. Oui, après il en a. Mais c'est quand même quelqu'un qui est parti de très bas et qui avait cette volonté de réussir. Et puis il avait toutes ces qualités qu'on pouvait avoir. Hein. En plus, sa qualité artistique, en plus, un grand cœur, une grande âme. Hein. C'est un artiste, un vrai mec qui s'intéresse à tout. Hein. C'est même plus un artiste qu'un bodybuilder, mais c'est un mec qui a commencé de tout en bas. Donc c'est une volonté de réussir. Hein. Il vivait dans le Bronx. Hein, quand sa première vidéo qu'il a fait, c'est pas une vidéo montage. Hein. C'était la réalité. Il était dans un appart pourri dans le Bronx. C'est ça le Bronx. Hein. Ouais, enfin je sais pas où il était. Parce que le Bronx, il faut se méfier maintenant. Il était vraiment dans le quartier avec la pisse en bas. Bah, c'était pourri, ouais. Il était dans un HLM pourri. Palumbo, il disait ça sentait la pisse voilà, dans l'ascenseur. Il n'y a pas vraiment de HLM, mais on va dire dans un. Ah si, c'était du HLM version américaine. Du HLM privé. Sociaux, disons, le logement social. Ouais, du logement social privé, ça doit être comme en Allemagne, ça doit être. Non, je pense pas que. Tu crois qu'ils ont d'État? En général, c'est des logements privés, mais avec l'État qui leur joint des subventions. Ouais, non, mais de toute manière, mais c'était des logements sociaux là où il habitait. De toute manière. Voilà, donc il était vraiment dans. Bah, et puis on voit avec les vidéos qui restent, les photos, comment il a financé le début de sa carrière. Bah voilà, il a financé le début de sa carrière en faisant des strips, en bossant, en dansant. Hein, alors bon, en essayant de vivre sa vie. De ramener de l'argent pour financer sa carrière de bodybuilding. Tout le monde n'a pas la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche et puis ou le RSA ou d'avoir le RSA. Hein, en Amérique, il n'y a pas le RSA, ou de ponctionner le RSA à l'État pour pouvoir amorcer sa carrière. Il y en avait qui faisaient travailler ou leur copine ou qui comptaient sur la copine. Oui, qui mettent enceinte la copine, qui touche le RSA et puis qui. Non, mais déjà la copine elle bossait, mais le mec il habitait chez la copine
Il lui ponctionnait pas mal de blé. Ouais, un classique. En tout cas, Kay Green, c'était pas ça du tout. C'est un mec qui s'est battu dès le début. Il n'a rien, on n'a rien à lui reprocher. C'est un mec qui a montré qu'il était extrêmement valeureux, avec beaucoup de courage, et puis qui a apporté quelque chose de grandiose dans le bodybuilding, avec ses posings, avec sa façon d'être, et puis surtout le personnage, hein, qui est un artiste au passage, hein, un danseur, mais aussi un véritable dessinateur. Hein. Il n'y a qu'à voir les vidéos où on le voyait en train de peindre. Hein. C'est vraiment ce besoin permanent de se dépasser, de créer. Hein. Créer dans le bodybuilding, créer dans le show, mais aussi créer dans le muscle, créer dans la chair, mais créer aussi des peintures, hein, et puis apprendre en permanence. On voit que c'est un passionné. Hein. Oui, puis il a pris des risques parce qu'il a créé, alors entre guillemets, sa marque, qui est pas à 100% à lui, mais plutôt que d'être sous le joug d'un sponsor. Ah ouais, un mec bien, tu vois, ouais. Un homme, un homme libre, tu vois. C'est pas pour rien que j'aime bien Kay Green et qu'il m'aime bien. Hein. On se reconnaît entre frères de misère et frères de combat, hein, tu vois, et frères de réussite. Donc, Kay Green, la force que lui a donnée l'adversité. Tu vois, il faut toujours cette force que te donne l'adversité. Comme disait Nietzsche, ce qui ne tue pas renforce. Moi, je rajoute jusqu'à un certain point, parce que à un certain point, tu finis par être amoindri et ne plus pouvoir rien faire. Mais tu sais, il y a une limite où tu deviens extrêmement fort, c'est juste avant de t'effondrer totalement. C'est-à-dire que la limite entre l'effondrement total et le fait de repasser au-dessus, c'est là où se forment les hommes, les grands, on va dire, ceux qui ont assez d'énergie pour transformer le monde. Tu vois. Donc voilà. Et Kay Green, à son niveau, l'a transformé. On voit que c'est des gens qui partent quand même d'un milieu dur, tu vois. Mais pas assez, s'il est trop dur, tu ne peux rien faire. Mais si il n'est pas assez dur, tu ne feras rien, puisque tu n'auras aucun désir, puisque tu seras déjà comblé. Donc tu ne feras rien de ton existence. Et l'homme, il est fait pour le combat. Hein. C'est ça qu'on se réalise dans le combat. On ne savoure réellement, et je me la sors toujours, le goût de la tarte au chocolat que quand on a bouffé de la merde. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le chocolat, c'est pas de la merde et que c'est bon. Parce que si on bouffe du chocolat toute sa vie, à la fin, on ne sent plus le goût du chocolat, on est blasé, on ne sent plus rien, et il nous faut des antidépresseurs, et où il nous faut des plaisirs artificiels pour pouvoir ressentir un peu l'existence. Voilà. Quelque chose d'autre à rajouter, Gandil ? Non, mais comme je le disais ça ne change absolument rien à ce qu'on vient de dire à ton physique donc on peut toujours se dire, oh là là, j'ai pas le muscle long, oh là là, j'ai pas les épaules larges, tu peux toujours t'apitoyer sur ton sort, ça changera rien du tout. J'ai un petit secret à donner que m'avait donné Mésaroche, Laszlo Mésaroche, que je trouve très 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 bien. C'était un champion du monde de powerlifting qui a fait plus de 300 et qui me disait à chaque fois qu'il s'entraîne, il n'a jamais voulu dépasser quelqu'un à l'entraînement. Tu comprends ? C'était jamais son but. Il m'a dit tout le temps, j'essaye tout le temps de me dépasser moi-même. C'est-à-dire que toutes mes progressions sont faites pour me dépasser moi-même. J'essaie jamais d'être plus fort que le voisin. Et c'est une vision très intéressante parce que tu n'es pas comme le voisin. Donc comment veux-tu dépasser celui qui n'est pas comme toi ? Le seul véritable combat que tu dois faire, c'est contre toi-même. C'est essayer de te pousser au maximum et de dépasser tes limites. Hein. Toujours pousser tes limites. Trouver ta frontière en fin de compte. Tu vois ? Et pas essayer de ressembler au voisin, car en essayant de ressembler au voisin, tu risques de faire comme le voisin. Et faire comme le voisin, ce n'est pas forcément bon pour toi, tu risques de te casser. Donc toujours t'écouter, regarder, progresser par rapport à soi-même. Et puis étudier les autres, bien sûr, mais toujours par rapport à soi-même. Hein, c'est une base. Hein. Ouais, non, mais on trouvera toujours meilleur, plus intelligent, plus beau, mais tu trouveras aussi toujours plus pire que toi. Donc, Voilà. Et se dire que celui qui est intelligent et plus beau peut disparaître avant toi, et tu seras plus beau et plus intelligent que lui quand il ne sera plus. Là-dessus, parce qu'il y en a toujours il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, donc faut faire avec tes possibilités et puis. Tu fais avec tes possibilités le temps qu'il t'est imparti sur cette terre, hein, et tu essayes d'optimiser tout ça. À moins d'avoir tous ces traits génétiques, je déconseille de faire
du bodybuilding de compétition. Après, si tu l'as, peut-être qu'on peut en reparler, effectivement. C'est ça. Hein. Mais ce qui n'empêche pas de fréquenter régulièrement les salles de muscu, de faire attention à ce que tu manges, etc. Hein, ça... Et quand j'entends des gars qui me disent ouais, c'est un shooté, il prend des produits, j'ai envie d'expliquer que, par exemple, les champions américains, je parle des champions américains ou d'autres, hein, ok, ils prennent des produits, ok, c'est pas bon, ok, c'est mauvais pour la santé, mais il faut savoir que le monde étant difficile, la notoriété qu'ils gagnent avec ces produits leur permet de se payer des assurances vie, de s'acheter leur maison, l'endroit où ils pourront se loger, parce qu'il n'y a pas forcément des assurances sociales ou des aides sociales comme en France, par exemple, et d'assurer l'avenir de leur famille. Il faut voir ça aussi. Donc, c'est des calculs que ces gens font. C'est-à-dire, je me sacrifie quelque part pour pouvoir assurer mon avenir, même s'il est plus court, et assurer l'avenir de ma famille. Et ouais, il y a beaucoup de bodybuilders qui n'ont pas de famille. Hein. Aussi. À part Coleman, Coleman a une famille gigantesque. Coleman, une famille gigantesque. Mais je parle pour beaucoup de sports aussi. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le fait de se charger dans d'autres sports. C'est pour ça que... Green, je pense pas qu'il ait de famille. Cutler, je pense pas. Cutler, il n'y a pas. Qui c'est qui ont des enfants? Il y a qui? Non, Coleman, il a des enfants pour tout le restant de la. Tout le restant des bodybuilders, il en a fait beaucoup, lui. Hein. Professionnel, ouais. Professionnel. Non, il y en a très peu qui ont des familles. Le problème, c'est que quand tu fais bodybuilder professionnel, pour avoir une famille, c'est pas facile. Oui, tu bouffes toute la journée, tu chies toute la journée, il te reste pas beaucoup de temps. Dehors, tu dois dormir, t'es en déplacement, t'as pas le temps de t'occuper de trop de tes enfants. C'est vrai. Bon, Arnold a eu des enfants. Oui, mais pas quand il était. Non, après, il a pris le temps. Après, il a eu avec une fille Kennedy et puis. Et puis la femme de ménage. Et la femme de ménage. D'ailleurs, le fils de la femme de ménage, il est particulièrement réussi. Tu vois, Je sais que c'est vraiment son fils. Les autres, je sais pas, mais. En tout cas, lui, tu sais que c'est son fils parce qu'il a le physique de son papa, il a la gueule de son papa, hein, et pas la tête de sa maman. Ça, c'est marrant à voir. Il a l'air de bien l'aimer parce que ça lui rappelle sa jeunesse. Tu sais, une jeunesse difficile, et il doit dire c'est mon fils, il est comme moi. Tu sais. Enfin, je pense qu'il a jamais laissé tomber. Hein. Non, tu sais tout le temps occupé de lui, je pense. Je pense pas que le gosse ait eu une jeunesse difficile. C'est pas évident d'être aussi le second enfant d'un mec, d'être caché. C'est pas évident. Hein. Mais bon, il n'a pas laissé tomber ses enfants, donc c'est un bon papa. Oui, parce qu'il n'a pas forcé la bonne femme à avorter, surtout. Non, il a eu raison. Ça a l'air d'être un brave type. De toute façon, dans ses séminaires de. Comment ça s'appelle de coach mental, on voit que c'est un brave gars. Il fait pas que ça pour l'argent, parce qu'il est blindé. Hein. On voit qu'il fait ça pour le plaisir de se déplacer, de rencontrer des gens et puis d'offrir, en échange, bien sûr, les gens se font de l'argent sur lui, mais d'offrir son savoir. Puis on le voit que c'est un plaisir hein, quand il on verra ce que ça donne s'il a le niveau de Donald Trump dans The Apprentice. Ouais. Ce qui mène à tout cette émission. Ouais, on va voir. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il a chié sur Donald Trump et il est dans l'émission de Donald Trump. Il a pris la place de. Ah oui, mais c'était son émission. Il l'a remplacé. Oui, mais cette émission appartenait à Donald Trump. Je sais pas si c'est la sienne. Ah ouais. Donc c'est marrant. Bon, voilà. Petite vidéo d'1h30 à peu près, 1h35, divisée en 3 parties parce que c'est mon collègue Michael Gundil qui a son ordinateur qui marche pas. Non, le premier truc, c'était pas moi. T'es sûr? Ah j'en suis sûr. Bon, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir et encore bonne année. Au revoir, bonne année, bonne santé. Et puis n'oubliez pas, on a un livre ou 2 qui vont sortir cette année. En tout cas, en collaboration. Cette année, pas sûr, hein, mais... On a lequel? Vas-y, annonce. Non, on a le livre de la méthode de la vie pour les femmes. Je crains que ce soit pour 2018. Mais il est déjà sorti aux États-Unis. Il y a des chances que ça soit pour 2017. Et on a la méthode de Lavier. Il y a peu de chances que ce soit. Méthode de Lavier 3. Pareil, les lettres d'avocat sont parties là. Donc c'est bon. Donc on a les lettres d'avocat qui sont parties. Et puis de mon côté, on a un livre, L'éveil des consciences, comment devenir un homme libre. Homme libre que moi et Michael Gundil sommes, hein, c'est ça, hein. Nous on est hommes. Ouais, maintenant on est obligé de... Le problème c'est qu'on est obligé de passer par un avocat pour être libre. Mais... Voilà, maintenant à chaque fois,
on se méfie, on a tout le temps d'avocats, on a une armée d'avocats qui coûte cher. Hein, non? Ouais, ça coûte cher, Ça coûte l'avocat. cher. Combien d'avocats à l'heure? 15 000 chacun l'année dernière. Combien? 15 000 chacun. Oh, plus, un peu plus. Non, 15 000. 15 000. Bon, bah, 15 000 euros chacun, vous voyez, hein, c'est sympa les avocats. Ils sont à combien de l'heure? Et attends, et ça augmente, et puisqu'à chaque fois qu'on fait un contrat, on a un avocat, hein, c'est ça. Bah maintenant, de toute manière, on... On se méfie, hein. Donc c'est la vie. Ouais. Bah, les problèmes augmentent avec les changements de situation sociale. Hein. Ce ne sont plus les mêmes. Non? Bah ouais, j'aurais préféré acheter des machines pour ce prix-là. Ah oui, et puis t'imagines, ça aurait été combien? Ça aurait été mieux, hein, puis tes casinos. Bon, bah écoute, c'est pas grave, c'est ça d'être un homme libre. Notre liberté a un prix, le prix des avocats. Bon, bah on dit au revoir à tout le monde. Bonne année à tous, soyez des hommes libres. Mon prochain bouquin qui va sortir, c'est L'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre. C'est un peu une étude sur tous les phénomènes, comprendre son animalité, hein, comprendre ce qui nous dirige, comprendre nos pulsions animales pour pouvoir les maîtriser et enfin réaliser son existence libérée justement de ces pulsions qui des fois nous freinent. Donc comprendre qui l'on est vraiment pour pouvoir se réaliser pleinement. Ce qui ne veut pas dire être riche, être milliardaire. Ce qui veut dire éviter d'être un esclave, éviter de faire des choses que l'on n'aime pas. Voilà, et j'explique un peu comment fonctionne le monde, les règles de ce monde. C'est un peu tous les statuts Facebook que j'avais fait depuis 4 ou 5 ans, qui sont en vérité les pages de livres, hein, parce que je suis un réactif. Voilà, c'était Fred Delavier avec mon ami Michael Degundil. Hein, on dit encore au revoir, bonne année à tout le monde. Au revoir et acheter nos livres, ce qui nous aidera à payer les avocats. Ce qui nous aidera à payer nos avocats et puis nos maisons. C'est même pas, bah ouais, enfin c'est même pas pour se mettre dans la poche, c'est pour payer les avocats. Et moi, il faut que je m'achète un sauna aussi. J'ai aussi un sauna acheté. Hein. Bah t'as un livre qui rapporte. Ouais. Aussi un livre qui rapporte. Bon, bah allez, à tout le monde, au revoir à tout le monde. Au revoir Michael, au revoir mon fidèle collaborateur. Au revoir. Je t'attends à Budapest et bienvenue pour essayer le Cutler Gym. Tu verras toutes les machines. Et ça serait bien qu'on y aille et qu'on puisse faire des vidéos là-bas. Je suis sûr que je demande au mec et on y va le soir. Le patron, il a l'air sympa. Et je suis sûr qu'on pourrait filmer plein de trucs le soir entre 2h du matin et 4h ou 3h du mat. Ou 5h du mat. Si ça te dit de venir, t'es le bienvenu dans mon grand Pas appartement. tellement. Quoi? Pas tellement. Bah viens, écoute, ça me ferait plaisir. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt.